tard, là. Et peut-être on va donner la parole à Isabelle Meunier. Donc bonjour, on va aborder les aspects visuels. Donc ce qui reste important dans tous ces syndromes, c'est de bien séparer la surdité qui est congénitale, non évolutive, alors que la rétinite pigmentaire, elle, va se constituer et apparaître chez l'enfant, l'adulte. Donc elle est décalée dans le temps et elle est progressive avec le temps. Dans le UHR de type 1, Catherine vous l'a évoqué, il y a aussi une aréflexie vestibulaire, donc qui pose des problèmes de l'équilibre, de l'orientation spatiale. Pourquoi ces deux tissus sont ciblés ? Parce qu'il y a un dénominateur commun, c'est l'existence d'un cil sur les photorécepteurs et ou sur les cônes. Et c'est cette zone-là, cette fonction de jonction avec l'article externe notamment, qui est mise en jeu. Donc la pathologie rétinienne est évolutive, la surdité est congénitale, d'emblée présente, non évolutive. Dans ces syndromes de UHR, l'association de l'atteinte visuelle, c'est toujours une rétinite pigmentaire. Il n'y a pas de dystrophie inverse, de dystrophie cône bâtonnée, c'est systématiquement une rétinite pigmentaire. Donc ce qui va être noté, c'est les difficultés de nuit. L'acuité visuelle est longtemps préservée puisque l'atteinte est périphérique. Elle peut diminuer cette acuité visuelle, y compris au début de la pathologie, par la survenue d'un édème maculaire qui va compromettre un peu la vision centrale, transitoirement, qui peut être traitée. Et là, c'est pour vous montrer une coupe OCT à la volée chez un enfant de 6 mois. Donc très tôt, l'édème maculaire peut être observé. Et l'enfant ou l'adulte va aussi rapporter des altérations du champ visuel périphérique. Il sera qualifié de maladroit, rêveur, pas concentré. Dans cette rétinite pigmentaire des syndromes de UHR, quel qu'en soit le type, je le redis, il n'y a pas d'atteinte maculaire. Ce n'est pas une dystrophie cône bâtonnée, ce n'est pas une maculopathie, c'est obligatoirement une rétinite pigmentaire et elle a souvent un aspect un peu particulier. Christian Hamel disait toujours c'est un aspect blanchâtre de la rétine périphérique, alors que les rétinites pigmentaires, on parle de pigments, de mottes pigmentées. Alors, ces mottes pigmentées caractéristiques vont apparaître avec le temps, mais souvent chez l'enfant, l'adulte jeune, on va avoir un aspect plutôt blanchâtre périphérique. C'est toujours une rétinite pigmentaire sur 360 degrés. Donc, si vous avez un patient qui a une atteinte inférieure, avec donc des difficultés du champ visuel supérieur, ce n'est pas un syndrome de UHR. Donc le syndrome de UHR, pas d'atteinte maculaire et une atteinte sur 360 degrés. Dans le UHR de type 1, les signes vont être plus précoces. Le début est plutôt dans l'enfance, adolescence. À 30 ans, la majorité des patients gardent une acuité visuelle de plus de 5/10. À peu près 3 patients sur 4. 5/10, c'est le critère d'une vie normale, entre guillemets, et c'est le critère aussi de la conduite automobile si on ne tient pas compte du champ visuel. Et dans le UHR de type 1, avec le temps, plus tardivement, il va y avoir une atteinte maculaire à peu près chez 2 patients sur 3. Le UHR de type 2, il n'y a pas de différence dans l'aspect de la rétinite pigmentaire, c'est ce que je vous ai décrit, pas d'atteinte maculaire, un aspect très blanchâtre de la périphérie rétinienne, mais pour le UHR de type 2, le début va être plus tardif et toute rétinite de début plus tardif a potentiellement une évolution plus lente. Et l'atteinte auditive n'est pas toujours perçue par le patient parce qu'elle peut être modérée, et là par contre il n'y a pas d'atteinte vestibulaire, donc l'acquisition de la station assise, de la marche a été faite, le patient peut faire du vélo par exemple. Donc UHR de type 2, ça va plutôt être un adolescent âgé ou un adulte jeune quant aux premiers signes cliniques. Donc ici, c'est une patiente qui a des mutations éligibles à la thérapie qui seront abordées après. Cette patiente a 52 ans à 8/10 aux 2 yeux. Oui, elle est gênée par son champ visuel, mais elle garde une très bonne délimitation de sa segmentation dans la zone centrale. Ici, par contre, il n'y a pas toujours de corrélation dans une même famille, et c'est un message qu'on fait toujours passer. Quand il y a une histoire familiale, il ne faut jamais se comparer à l'autre. Ce n'est pas qu'une question de mutation, c'est aussi d'un environnement génétique, et puis c'est aussi d'une qualité de vie. Donc sa sœur, vous voyez, plus jeune, pourtant elle n'a que 5/10.
Donc sa sœur, plus jeune et plus atteinte, avec là encore en imagerie, une moins belle préservation de la zone centrale. Donc meilleure acuité visuelle dans le syndrome de Usher de type 2 sur une plus grande période. Quasiment tous les patients ont plus de 5/10 à 30 ans. Et avec le temps, il va y avoir une atteinte maculaire aussi possible dans le syndrome de Usher de type 2, mais plus rare, c'est 1 cas sur 3. L'évolutivité est donc plus lente et le pronostic est globalement meilleur pour le Usher de type 2. Et une petite nuance, vous avez UH2A est aussi impliqué dans des rétinites pigmentaires isolées. C'est-à-dire que ces patients ont été testés sur l'audition, il n'y a rien, il n'y a pas une diminution modérée. Donc c'est une rétinite pigmentaire isolée. Et dans ces formes de rétinite pigmentaire isolée liées à UH2A, le même gène, le pronostic visuel est encore meilleur. Donc si on faisait une gradation, Usher de type 1, c'est globalement plus sévère, Usher de type 2, moins sévère, et la rétinite pigmentaire isolée UH2A est encore moins sévère. Ça, c'est des chiffres, mais que je ne partagerai pas avec vous. Vous voyez que globalement, quelqu'un qui a une RP isolée, il peut avoir en moyenne 72 ans pour avoir l'atteinte de la vision centrale. Ici, la question qu'on posait tout à l'heure aussi, c'est quelle stratégie devant une surdité? Faut-il parler de rétinite pigmentaire, de menace? Là, ici, il s'agit d'une jeune femme de 18 ans qui a des mutations dans UH2A, surdité, et examinée à 18 ans, l'imagerie, aucune anomalie, l'autofluorescence, qui est un examen assez sensible, aucune anomalie, l'électrorétinogramme, qui est encore plus sensible pour dépister, montre un électrorétinogramme à 17 ans, normal. Donc sur la base de cet examen, à 17 ans, pourtant, elle a 2 mutations dans UH2A, mais je peux retenir le diagnostic de surdité. Pour l'instant, je n'ai à 18 ans aucun signe de rétinite pigmentaire. Alors est-ce qu'il faut à 3 ans terroriser tout le monde? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça fait sur l'éducation d'un enfant quand on est parent et qu'on a cette angoisse qu'il puisse avoir une pathologie rétinienne. Comment on vit son adolescence si on se dit peut-être que... Alors on va peut-être se limiter, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça, parce que dans 3 ans, je ne pourrai pas le faire. Oui, mais qui décide? C'est pour ça que l'étude génétique est quand même compliquée. Il y a des êtres humains, il y a des enfants. Je ne sais pas ce qu'il faut dire, je ne sais toujours pas aujourd'hui, pourtant ça fait 10 ans que je suis dans le centre de référence, et on aura tous les cas de figure, on aura des patients qui nous disent « j'aurais préféré savoir avant », et puis d'autres qui vont dire « bon, j'ai déjà eu à encaisser la surdité, c'est bon, je sais que maintenant, c'est bien ». Donc, compliqué. Donc le syndrome de Usher, c'est le plus fréquent des syndromes oculo-auditifs, donc effectivement, quand il y a une atteinte visuelle et audition, c'est le syndrome auquel il faut penser en premier. Il n'y a pas d'autre atteinte, c'est important, il n'y a pas de retard des acquisitions dans le syndrome de Usher de type 1 ou 2, il n'y a pas de notion d'autisme plus associée, c'était des choses qui traînaient dans la littérature. Simplement, c'est une RP 360 degrés, pas d'atteinte maculaire. Voilà ce que je voulais dire comme message. J'étais courte. Ça va. Il y a peut-être par contre des questions dans la salle. On a la chance d'avoir Isabelle, donc je pense que les interactions seront plus faciles. Donc si vous avez des questions, c'est... Même cet après-midi, même demain. C'est l'avantage. Alors, toute simple. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une RP 360 degrés. Ça veut dire que ça atteint... Je n'ai pas une voix qui porte assez. Une rétinite pigmentaire, dans la majorité des cas, elles sont sur 360 degrés. C'est-à-dire que ça va toucher aussi bien le côté gauche, le côté droit, le côté bas, le côté haut. Mais il y a des petites asymétries. Et dans le syndrome de Usher, c'est vraiment tous les secteurs qui sont atteints de façon homogène et comparable. Par opposition, par exemple, à des rétinites pigmentaires liées au gène de la rhodopsine, on peut avoir une rétinite pigmentaire à la rhodopsine et une surdité. Ça ne sera pas un syndrome de Usher parce qu'on va découvrir une atteinte sectorielle inférieure. Les patients sont en général moins gênés parce qu'on ne vit pas en regardant les étoiles tout le temps. On est plutôt à analyser le sol pour pouvoir se déplacer et pas tellement le ciel. Donc les patients qui ont des RP rhodopsine ont moins de symptômes quand ils ont
cette chance d'avoir une forme plus sectorielle, et ils peuvent ne jamais être gênés quasiment jusqu'à la fin de leur vie, sauf pour les placards des cuisines, parce que là c'est un peu en haut, ils vont se cogner, ils vont être maladroits en haut mais pas en bas, donc grosso modo ils sont très autonomes. Et puis ça touche pas toujours la macula. Merci. Oui, merci. On a évoqué le sujet de la conduite et des critères. Peut-être qu'on les réévoquera dans la journée, mais on a entendu 5/10 pour l'acuité visuelle et le champ visuel. Le champ visuel, quand il y a une maculopathie, il faut, à partir du moment où il y a des déficits dans la zone centrale, classiquement, c'est pas possible. Et dans les rétinies pigmentaires, il faut qu'il y ait au moins, si ma mémoire est bonne, à peu près 80 degrés en longitudinal. Et ça dépend aussi parce qu'on peut avoir des zones avec un scotome en dedans. On peut très bien, dans une rétine pigmentaire, avoir une vision sur le côté, sur l'isoptère le plus périphérique. Donc, grosso modo, voir jusqu'à 80 degrés, on va dire. Là, c'est latéral, par contre. Et être gêné dans la zone 60-70 degrés. Et ça, c'est une zone qui est très utile dans les dépassements, dans le rétroviseur. Donc, les patients peuvent être très déstabilisés. C'est pour ça qu'on ne peut pas tenir compte que de l'acuité visuelle. Après, il y a aussi des possibilités d'être en expertise, parce que ça va dépendre. Des patients ont des capacités de compensation. Si on prend des patients qui ont des accidents vasculaires cérébraux et qui ont une amputation de leur champ visuel, ils vont avoir des capacités d'évitement et d'utilisation de leur champ visuel restant d'une façon différente. Donc dans les formes un peu limites, aussi bien en acuité visuelle qu'en champ visuel, ça peut être bien d'aller sur simulateur. Et ça permet aussi aux patients de prendre conscience de ces difficultés, oui, non. Et ça permet de mettre en place des dérogations si on est encore limite pour les critères. Et ça permet aux patients d'avoir toujours son assurance qui le protège. Le risque, c'est ça. On peut tous dire « je vais conduire », mais s'il y a le moindre accident et si on renverse quelqu'un, là, vous ne serez pas protégé. Donc, c'est compliqué. Donc, il vaut mieux aller vers une expertise dès qu'on a... Quand nous, on dit « vous êtes limite », mais on a l'impression que le patient a quand même une capacité de compenser, parce que le handicap, il est très variable d'un sujet à l'autre. Il y a des gens qui ont un champ visuel à 60 degrés, qui se débrouillent très bien. D'autres à 60 degrés, ils sortent plus, ils sont terrorisés. Et d'autres à 30 degrés, ils sortent et ils ont une capacité de compensation. Ils sont toujours en alerte sur le qui-vive. Ils ont des stratégies où ils prédéfinissent leur déplacement, etc. C'est très variable. Il y a des gens à 1/10 qui vont faire de la peinture. Il y en a d'autres à 8/10 qui vont être complètement déstabilisés et dire ça ne va pas. Donc il y a des normes, ça c'est la loi, et puis il y a des formes un peu frontières, et là il y a des possibilités d'expertise. Il y a peu de centres qui le font, parce qu'il faut faire sur simulateur, et après vous faites aussi 1 heure de conduite avec un instructeur. Donc l'instructeur doit lui aussi être un peu formé, savoir comment il doit vous évaluer. Et il y a comme ça des patients qui peuvent prolonger alors qu'ils n'ont pas de façon absolue les critères d'illégaux. Oui, j'aurais une question là aussi. Je sais qu'il y a des essais cliniques en cours menés par la société Procure Therapeutics sur le gène USH2A justement. Et, ma question elle est juste globale. Je veux savoir si depuis 1 an il y a eu des avancées médicales par rapport au projet. Ça va être évoqué abordé dans la journée. C'est des essais pour lesquels on suit 3 patients à Montpellier et les résultats sont vraiment... Les résultats sur les 3 patients traités à Montpellier sont très encourageants. Ça cible une mutation particulière, 2 mutations qui sont dans un exon 13. On a commencé sur des patients qui avaient les 2 copies altérées dans l'exon 13. Donc normalement, on doit rendre 100% entre guillemets de la protéine, qui est une protéine raccourcie, différente. Elle n'a pas l'exon 13, mais elle fonctionne. Donc c'est des résultats très encourageants. Après, il faut rester prudent, il faut du recul. Mais c'est la première fois pour nous, on a eu des patients qui ont eu une amélioration d'acuité visuelle en lettres. C'est la première fois que des patients nous disent « je suis mieux dehors » quand il fait sombre. Ils rentraient à l'hôtel à la fin de la journée, alors qu'en hiver, c'est pas simple.
ils avaient une appréhension au départ, ils se sont quand même débrouillés. Donc c'est très positif, mais tous les aspects thérapeutiques vont être abordés sur toute la session, donc vous allez avoir toutes les informations. On va continuer. Merci beaucoup Isabelle.